Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, je vous remercie d'être présents ce soir pour échanger avec nous dans le cadre de ces rendez-vous géopolitiques de l'aide, qui est donc, comme vous le savez, la vitrine événementielle du programme de recherche de l'IRIS sur l'humanitaire et le développement. Donc, ce soir, cet événement est organisé en partenariat avec ONG Lab de Coordination Sud et le groupe URD. Et je vais donc co-animer les échanges avec Sébastien Radisson, qui est coordinateur du CLONG Volontariat et qui est aussi administrateur de Coordination Sud et membre du comité d'orientation stratégique ONG Lab. ONG Lab, c'est la structure informelle de réflexion de Coordination Sud sur les sujets ayant trait à l'humanitaire et au développement. Alors, pour celles et ceux qui se connectent avec nous pour la première fois, vous avez en fait dans l'onglet questions, en fait, vous avez l'opportunité de poser bien évidemment des questions tout le long de la conférence sur cette plateforme et je vais les relayer au fil de l'eau et au fur et à mesure de la discussion. Il y a aussi, vous allez trouver différents supports, différents documents supports donc en lien avec cette thématique qui ont été produits donc par Coordination Sud, par le groupe URD et par l'IRIS, notamment un rapport sur la localisation de l'aide et voilà une étude réalisée par le groupe URD. Donc, je vais laisser Sébastien ouvrir les débats et vous présenter les intervenants qui vont nous accompagner ce soir. Moi, je vais vous rappeler juste en introduction les contours de notre échange. Donc, si vous voulez, l'idée de ce soir, c'est d'évoquer ensemble les dynamiques des relations Sud-Nord dans les réponses aux crises et voir en fait si les lignes ont bougé ces derniers mois avec la crise sanitaire et si elles ont bougé, de voir comment elles ont bougé. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les pratiques des organisations de solidarité internationale ont été impactées fortement par les effets collatéraux de la pandémie et cela a notamment accéléré la montée en puissance du rôle et de la reconnaissance des acteurs locaux dans les réponses aux crises. Donc, les ONG locales ont en effet été en capacité, si vous voulez, de continuer à travailler malgré les restrictions des mobilités au plus proche des populations. Donc, c'est vrai que ces débats ne sont pas neufs, ça fait longtemps qu'on les entend. Ça a permis certaines avancées au niveau opérationnel dans les relations partenariales entre ONG, j'allais dire internationales et ONG locales. Maintenant, les acteurs locaux, c'est beaucoup plus large, bien évidemment, que les ONG locales. C'est dans toute leur diversité. Et c'est vrai qu'on remarque quand même qu'un certain plafond de verre, si vous voulez, demeure au niveau des relations partenariales, au niveau stratégique. Donc, potentiellement, et c'est tout l'objet du thème de ce jour, potentiellement, la crise peut rebattre les cartes et redéfinir les rôles et les poids des acteurs. Donc, ce que cette table ronde, à son niveau, souhaite essayer de faire, c'est vraiment d'éclairer l'évolution des relations interinstitutionnelles Nord-Sud en croisant les points de vue, en fait, entre des professionnels de l'aide et puis des analystes. Donc, Sébastien, je vais te laisser présenter nos intervenants et puis peut-être ouvrir le tour des questions. Merci Magali. Bonsoir à toutes et tous. Alors, peut-être préciser qu'on a prévu de découper le débat en 3 grandes thématiques. D'abord, la question de la localisation sous le prisme du partenariat, des partenariats entre acteurs. Ensuite, les effets de la crise sanitaire mondiale que nous connaissons sur cette question de la localisation. Et puis, pour finir, un point qui est toujours un petit peu important et débattu, celui des financements. On aura donc à chaque fois, sur chacun des thèmes, quelques questions, la réaction des intervenantes et intervenants, et puis quelques questions venant de votre part, venant de la part du public. Voilà, alors peut-être pour présenter rapidement, on les découvrira davantage lors de leurs interventions, nos participantes et participants, avec notre première intervenante qui est Virginie Lefebvre, bonsoir, qui est coordinatrice des programmes et partenariats chez AMEL, qui est également membre de la coordination des ONG libanaises et qui est, si j'ai bien compris, à cheval entre la France et le Liban. Nous avons également avec nous Valérie Léon, qui est chargée de recherche pour le groupe URD, Urgence Réhabilitation Développement, et qui a notamment travaillé sur toutes les initiatives qui sont
née de cette crise Covid dans le milieu des ONG. Et puis enfin, Martin Bielagius, consultant et récemment co-auteur de l'étude Localisation de l'aide, plus de proximité permet-il l'autonomie des projets déployés? Voilà, étude qui a été réalisée en collaboration avec Jean-Martial Bonis-Charencle et qui donc pourra nous apporter son éclairage. Comme vous le voyez, on a 3 intervenantes et intervenants bien complémentaires qui nous permettront de faire des zooms et des zooms sur chacun des 3 thèmes que je vous ai mentionnés. Et donc, du coup, on peut se lancer tout de suite dans le premier thème, celui des partenariats, avec peut-être une première question pour Virginie, et notamment pour poser le cadre et donner tout de suite un ancrage assez concret à cette question des partenariats. Est-ce que ça serait possible de nous apporter un éclairage sur les relations partenariales, comme elles se vivent au Liban, entre les ONG, et puis aussi, du coup, en dézoomant un tout petit peu, mais toujours en restant sur le Liban, au niveau de la coordination des ONG libanaises, est-ce qu'on est dans une certaine horizontalité dans le partenariat, ou est-ce que, comme ça peut se constater ailleurs, on est plutôt dans des relations qui connaissent un certain déséquilibre? Alors, avant de vous parler du partenariat en tant que tel, il me semble essentiel et en quelques secondes, évoquer le paysage associatif au Liban et au-delà des partenariats, et surtout pourquoi ce paysage associatif est tel qu'il est. Donc, sans être des spécialistes du Liban, je pense qu'on sait tous que le Liban fait face, et depuis des décennies, à des crises humanitaires, structurelles, et que dans ce cadre-là aussi, on a une défaillance chronique de l'État lorsqu'il s'agit de garantir l'accès aux droits fondamentaux, notamment éducation et santé. Et donc, c'est les ONG qui, au Liban, depuis bien avant ce qu'on peut voir maintenant, crise syrienne et autres, qui ont pris le relais et qui ont mis en place des activités pour garantir cet accès. Et dès les années 70-80, on a vu des partenariats entre ONG internationales, ONG nationales, ONG locales émerger au Liban. Donc, les questions de localisation de l'aide sont assez anciennes ici. Donc, pour vous donner un exemple très concret de partenariat, par exemple, l'ONG avec laquelle je travaille, AMEL, qui a été créée en 79, opère des centres de santé primaire dans lesquels certains centres dans lesquels elle a un partenariat avec Médecins du Monde depuis le milieu des années 80. Donc, la question des partenariats, pour nous, n'est pas nouvelle, et c'est le cas pour beaucoup d'autres ONG au Liban. Deuxième point, je pense, important aussi à souligner, c'est que oui, il y a beaucoup de partenariats, oui, il y a beaucoup d'ONG internationales au Liban, il y a surtout beaucoup d'ONG nationales. Je ne suis pas une experte des comparaisons, mais on a des milliers d'ONG au Liban et on a une population de 4 millions de Libanais et de Libanaises. Donc, il y a beaucoup d'ONG au mètre carré et par habitant. Ça existe, mais je ne vais pas vous dire non plus qu'au Liban, c'est un modèle de partenariat en termes d'application des principes de partenariat. Donc, je ne vous parlerai pas non plus d'une horizontalité totale, mais je ne pense pas non plus qu'on puisse parler d'une relation conflictuelle permanente entre acteurs nationaux et internationaux. Je pense, de par notre expérience historique, j'en ai parlé, les invasions, la guerre civile, et je pense aussi parce que c'est des acteurs qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble depuis longtemps. Ce n'est pas des partenariats qui sont nouveaux dans la plupart des cas. Les ONG internationales aussi, pour beaucoup, sont des ONG qui sont ancrées sur le territoire libanais, bon, qui sont partis, qui sont revenus, mais qui sont là depuis assez longtemps. Par contre, et même si la localisation de l'aide, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question d'argent. Et évidemment, quand un des deux partenaires reçoit directement les fonds et l'autre les reçoit indirectement, ça crée des relations inégalitaires. Et ça, c'est toujours le cas au Liban, malgré une société civile qui était très vibrante, malgré des ONG locales et nationales qui ont, via les audits qu'on peut avoir, des capacités tout à fait équivalentes aux ONG internationales, on a toujours un nombre très limité au Liban d'ONG nationales qui reçoivent directement des fonds majeurs institutionnels. Par contre, et je pense que c'est comme ça que je vais conclure, on voit quand même chez plusieurs bailleurs et chez plusieurs agences des Nations Unies une claire stratégie de nationalisation et de localisation de l'aide. Et ça, pour moi, ça va dans le bon sens.
que ce soit le HCR, l'UNICEF, tout ça. Maintenant, majorité des partenaires locaux et nationaux. Par contre, on a toujours des bailleurs institutionnels majeurs qui ne sont pas accessibles aux ONG locales et nationales, notamment ECHO pour ce qui est de l'Union européenne, où c'est très difficile pour une ONG nationale d'y avoir accès. Donc, il y a toujours des barrières et un espèce de plafond de verre pour les ONG locales et nationales. Et comment on contre tout ça? Bien sûr, par un partenariat égalitaire, mais je pense surtout en unissant les ONG entre elles. Et c'est là où c'est intéressant de voir les coordinations inter- et intra-ONG. Vous y avez fait référence, les forums d'ONG. Je pense que ça, c'est aussi un point très important et très intéressant au Liban. Les forums d'ONG travaillent bien ensemble. Le forum des ONG nationales et le forum des ONG internationales ont vraiment une coopération qui est structurée et qui, pour moi, fait avancer concrètement beaucoup de positions communes de plaidoyer, notamment en termes de localisation de l'aide, mais aussi sur d'autres sujets que je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ultérieurement. Merci beaucoup, Virginie, en tout cas pour ce premier exposé, pour le coup, vraiment centré sur le Liban. Moi, je prends la main un petit peu je me rapproche de Valérie là. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Virginie, on voit que les acteurs locaux, alors dans le cas du Liban, il y a vraiment une historicité hein, dont vous parliez, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout neuf. Ces partenariats, bien évidemment, et dans d'autres contextes, hein, c'est le cas également. Ces derniers temps, cependant, et c'est vrai que ce qui a marqué finalement cette année 2020, hein, c'est vraiment la restriction des mobilités au niveau des ONG internationales. Donc, c'est vrai que ça a mis aussi en lumière énormément les acteurs locaux. Et dans les acteurs locaux, bien évidemment, c'est pas réduit hein, aux ONG locales. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, Valérie, du coup, quelles sont les grandes tendances à votre niveau, au niveau du groupe URD, hein, vous avez observé en 2020 en termes de localisation de l'aide? Est-ce qu'il y a certains effets, j'allais dire, accélérateurs? Est-ce qu'il y a certaines barrières qui montent ou quoi? Enfin, quel est un petit peu vos constats, tout simplement, sur les derniers mois hein, qu'on vient de passer par rapport à cette thématique-là? Merci Magali. Vous avez déjà introduit pas mal de quelques faits marquants en fait qu'on a observé alors au groupe URD à partir du mois de mars 2020. On a créé un petit observatoire Covid et on a publié toute une série de notes de synthèse qui cherchaient un peu à comprendre en fait ce qui se passait hein, dans les tout premiers temps de la pandémie et sur différents thèmes, dont celui de la localisation. Donc, il y a une note qu'on vous a transmise sur ce qu'on a appelé les solutions locales, puisqu'on a vu en effet fleurir une myriade d'initiatives locales, de solidarité, d'entraide, mais qui, dans le fond, hein, étaient finalement des réponses humanitaires locales pour faire face non seulement aux effets sanitaires de la crise, mais pas seulement, à tous les effets secondaires de cette crise sanitaire dans un premier temps, mais qui finalement aussi a généré toute une série d'effets secondaires liés aux mesures aussi pour endiguer l'épidémie, ce qui était intéressant à observer. Donc, vous l'avez dit, au tout début de la crise, en fait, les acteurs majeurs de l'aide humanitaire internationale, type ONG, agences des Nations Unies, bailleurs, ont été soumis à de fortes contraintes opérationnelles dans leurs déplacements, mais pas seulement, aussi parce que leur personnel a été parfois stigmatisé, vu comme des vecteurs potentiels de la maladie, ce qui a créé une méfiance aussi parmi les populations. Et un système globalement peu agile. En tout cas, l'accès aux populations a été fortement contraint. Et en revanche, de l'autre côté, des acteurs locaux, parfois hyper locaux, hyper localisés, ont été les mieux placés pour accéder et s'adresser aux populations affectées ou dépourvues de moyens hein, économiques ou autres. Et ces acteurs locaux, ils sont de divers ordres, comme vous l'avez mentionné. Ça peut être des ONG locales,
des organisations à base communautaire, jusqu'à des mouvements spontanés d'individus, de citoyens, des groupes d'entraide qui se sont créés pour apporter une solidarité, une entraide au plus proche des personnes affectées. Donc leur rôle, il a été majeur pour notamment sensibiliser sur les risques de la maladie, sur les mesures de protection, également contrer les mauvaises informations, ce qui est clé dans la gestion d'une épidémie, la circulation de l'information, la confiance avec les populations. Et autre rôle majeur, bien sûr, dans vraiment la distribution directe de biens de première nécessité, de nourriture, d'équipements sanitaires, d'équipements de protection personnelle, que ce soit pour les populations civiles, on va dire, les citoyens ordinaires, voire même pour les personnels soignants dans bon nombre de pays. Donc quelques exemples, alors j'ai relevé quelques exemples qui m'avaient marqué. Par exemple, au Sud-Soudan, une plateforme de vérification qui a été gérée complètement par une communauté de bénévoles et qui cherchait vraiment à sensibiliser les populations les plus isolées et éviter la propagation de fausses informations sur la propagation du virus. Et au Bangladesh, de nombreuses organisations à base communautaire, originellement, qui sont devenues souvent des ONG nationales et qui ont un accès vraiment très ample auprès des populations pour diffuser des messages de prévention et de santé publique, avec des moyens qui sont dans les pays du Sud souvent très développés à travers des campagnes d'information, affichage, mégaphone, des plateformes de messagerie. Enfin, je le mentionne parce que on a fait face en fait à la même situation d'épidémie dans les pays, que ce soit au nord ou au sud, et avec des moyens qui ont été déployés en fait très rapidement, parfois dans les pays du sud, qui avaient notamment en matière de prévention et de sensibilisation des pratiques et des réflexes quand même intéressants à valoriser. Voilà. Juste, Valérie, les radios communautaires, pour le coup, et les lieux de culte, j'allais dire locaux, est-ce qu'ils se sont emparés aussi de cette thématique? Alors, les radios communautaires, clairement, elles ont pu être, là, je pense à de nombreux pays en Afrique où, là, je parlais du mégaphone au Bangladesh, alors parfois avec des campagnes itinérantes pour sensibiliser au plus proche les populations, mais c'est vrai que si radio communautaire il existe, je pense que dans bon nombre de pays africains, les radios communautaires sont très habituées à diffuser des messages de prévention. Alors, bien sûr, cette proximité, en tout cas avec la population, c'était ce que je souhaitais souligner, et la confiance, le lien de confiance avec les populations qui, en fait, en période d'épidémie, est vraiment clé pour endiguer la propagation d'une épidémie. Et ça a été d'ailleurs l'un des enseignements clés lors des épidémies d'Ebola. Donc, tout ça pour dire que les moyens, les pratiques, les réflexes sont parfois présents, sont présents déjà de longue date dans ces pays. Et je donnerai l'exemple, par exemple, de la République démocratique du Congo, qui, en fait, quand le virus de la Covid est apparu dans certaines régions de la RDC, bon nombre de zones sortaient à peine d'une épidémie d'Ebola. Donc, vous imaginez bien que même sans avoir d'informations très précises ou de faits très avérés sur la maladie, le premier réflexe des gens, ça a été à la limite de reproduire les mêmes gestes de protection, lavage de mains ou autres, qui ont servi pour l'épidémie d'Ebola, et le virus Covid est apparu aussi progressivement. En tout cas, c'était intéressant de noter en fait cette valeur un peu irremplaçable des organisations locales, voire hyper locales, leur réactivité et leur accessibilité aux populations. Voilà. Et je terminerai je terminerai pour dire que malgré tout, il faut aussi reconnaître que les organisations humanitaires internationales, même si elles ont été un peu paralysées et que cette crise a un peu révélé un certain niveau d'impuissance, leur présence
leur présence reste essentielle hein, dans des zones parfois dépourvues de toute assistance ou de toute protection pour les populations civiles. Je penserai notamment au cas récent du Tigré en Éthiopie, mais cette situation existe. Et il faut aussi reconnaître que ces organisations internationales humanitaires ont tout fait pour s'adapter. Et elles ont fait preuve d'une grande adaptabilité pour adapter leurs programmes et fournir parfois un appui aussi à leurs homologues locaux et nationaux. Et il y a eu des exemples très intéressants de partenariat. Donc, je fais le lien aussi avec ce que Virginie évoquait en matière de partenariat, et que parfois, il y a eu des réponses locales très efficaces, très rapides, grâce aussi à un soutien entre organisations internationales et organisations locales. Et je donnerai un exemple d'un programme de Christian Aid, qui a souvent été assez promoteur hein, de l'agenda de la localisation de l'aide, et qui a réellement mis en place une collaboration avec des ONG locales, que ce soit en Afghanistan ou au Nigeria, pour distribuer au plus vite des vivres, des biens essentiels, des équipements sanitaires aux populations. Et ça a été rendu possible, comme le disait Virginie, avec des acteurs locaux qu'ils connaissaient et des acteurs de confiance. Voilà. Merci Valérie et merci pour ce vibrant plaidoyer pour plus d'interaction entre ONG internationales et acteurs locaux. Je crois qu'on voit déjà se dégager quelques critères de la localisation, le partenariat, le rôle des acteurs locaux, les financements. Martin, peut-être, je le disais en préambule, vous êtes co-auteur d'une étude sur la localisation de l'aide, étude qui est disponible sur le site de Coordination Sud. N'hésitez pas, chers participantes et participants, à aller la consulter. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard sur justement ces différentes dimensions qu'il faut regarder quand on se penche sur cette question de la localisation? Oui, en fait, on a mené cette étude avec Jean-Martial Bonis-Charente juste avant la crise. Et donc, on a continué, nous, à mener des entretiens et à essayer de comprendre ce qui se passait avec cette crise depuis, mais l'analyse qu'on a faite sur la localisation, on l'a faite juste avant la crise et on l'a faite en essayant de regarder dans deux pays, qui étaient le Burkina Faso et le Bangladesh, en prenant des projets, d'essayer de comprendre, de décrypter où est-ce qu'ils en étaient dans cette localisation. Et donc, pour ça, on est parti d'une définition un peu basique, qui était de dire localisation, c'est la volonté de penser et de porter les projets d'urgence et de développement à partir des acteurs qui sont au plus près du terrain. Donc, c'est disons un cadre un peu large pour définir la localisation. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on a eu besoin de décrypter les projets, on a eu besoin de poser des questions beaucoup plus précises. Et donc, on a essayé de construire une grille de lecture. En fait, ce qu'on a vu en travaillant sur ce sujet, c'est que le premier réflexe du débat localisation, c'est les financements, c'est la question des financements. Qui a accès au financement? Et donc, il y a beaucoup, le réflexe, c'est beaucoup de dire localisation égale une plus grande partie de financement accessible aux acteurs locaux. Et le problème, c'est que quand on se centre uniquement sur la question des financements, on est vite dans une impasse, parce qu'en réalité, la question qui se pose tout de suite après, c'est la capacité des acteurs locaux à être visibles, des acteurs internationaux et des bailleurs, à porter ces financements, à en rendre compte, etc. Donc, la question stricte de l'accès au financement, elle limite énormément le débat et elle pose rapidement une impasse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que beaucoup d'ONG, beaucoup de think tanks avaient essayé d'ouvrir le débat, localisation, en proposant plus de dimensions pour analyser ce que c'était que la localisation. Et donc, on a construit quelques questions de base qui nous ont permis de regarder les projets. C'est de dire d'abord qui reçoit les financements, donc la localisation des financements, parce que c'est quand même une question essentielle. Qui prend les décisions autour des actions menées, à la fois les décisions opérationnelles et les décisions stratégiques. Donc, où est-ce qu'on est dans la localisation de la décision? Qui met en œuvre les activités et qui est responsable de cette mise en œuvre? Localisation des activités, où est-ce qu'on en est? Et on se rendait compte que là, on restait beaucoup au niveau du projet ou de l'intervention et que ça ne suffisait pas. Et donc, on a aussi posé la question, qui a les capacités de porter le projet, d'être interlocuteur et qui a la visibilité sur ce projet? Qui est reconnu, visible sur l'action qui est menée?
Et on se rendait compte que ça suffisait pas, qu'il fallait aussi poser la question de la localisation de la demande, c'est-à-dire qui exprime le besoin, d'où vient la demande, et est-ce que la demande s'inscrit dans les priorités des acteurs locaux. Et donc ça nous a donné une grille de lecture qui est plus large que cette question juste de qui a accès au financement, qui est à la fois sur financement, décision, activité, capacité, visibilité, demande. Et c'est à partir de ça qu'on a regardé les projets. Donc, je vous dirai peut-être un mot tout à l'heure des constats qu'on fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la localisation, on n'est pas du tout au même niveau en fonction de par où on rentre sur la localisation. Et je pense que la crise Covid a permis de faire avancer certaines de ces dimensions plus que d'autres. Donc, on y reviendra peut-être dans les prochains rounds de questions, si vous voulez. Oui, tout à fait. Ça pourrait être très intéressant, effectivement, d'approfondir quels sont les points qui ont été accélérés par la crise Covid. Pardon, Magali, est-ce qu'il y a des questions du coup, qui viennent du public? Moi j'en ai une là qui m'est remontée. Donc il existe des acteurs locaux pour accompagner ces mouvements citoyens sans forcément vouloir les transformer en ONG. Peu de financement pour cela, peu de personnes pour faire confiance. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question finalement, mais ça porte effectivement sur la question de la confiance. Derrière peut-être la question de la redevabilité entre guillemets toujours financière, hein, qui est quand même toujours le point d'achoppement finalement. C'est vrai que c'est réducteur, Martin, de ne voir la localisation que sur un angle financier, mais malheureusement, c'est vrai que c'est souvent la grille de lecture, pour le coup, institutionnelle, et qu'on a quand même des difficultés hein, à en sortir du point de vue, et là je prends la casquette d'ailleurs, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est toujours cette tension hein, entre la confiance. Alors on a confiance parce qu'ils sont très proches des gens et ils ont toute la légitimité justement d'action et pour agir. Ceci étant, se pose toujours le point de cette redevabilité financière, comptable, documentaire hein, finalement, qui est peu liée au résultat ou à l'action en elle-même. Et c'est vrai que cette technocratisation de l'aide fait pour le coup du mal un petit peu à la localisation. Moi, j'avais juste une question, c'est vrai, en vous entendant tous les trois, en fait, on comprend que bon, ces derniers mois de crise, finalement, on comprend que finalement c'est une crise parmi d'autres. C'est pas quelque chose qui secoue, j'allais dire, les Suds. Plus que d'autres événements. Valérie parlait du cas d'Ebola. Virginie a abordé le fait que c'était des collaborations très très anciennes. Donc c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là aussi. Finalement, c'est une crise comme une autre. Enfin, je veux dire voilà. Donc juste, c'est un petit peu une question ouverte hein, à tous les trois. Voilà. Martin? Je ne sais pas si c'est une crise comme une autre, mais je laisserai les deux intervenantes répondre là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette crise, c'est une couche supplémentaire d'autres forces qui déjà bousculaient un modèle d'ONG internationale ou d'acteurs, un modèle assez concentré de l'aide, avec des sociétés civiles organisées dans de plus en plus de pays qui avaient une voix sur la localisation et qui avaient des demandes d'accès direct et d'autonomie plus forte, avec une décentralisation d'une partie des fonds et une vraie réflexion de beaucoup de bailleurs qui étaient déjà là avant le Covid. Et même avec, nous, on l'a beaucoup vu, une culture d'accès direct, une culture de la désintermédiation, qui allait aussi un peu dans le sens de la localisation, qui va avec une culture du numérique et qui est de dire il faut essayer de faire en sorte d'avoir le moins d'intermédiaires possible pour aller au plus directement à l'action locale, avec les avantages et les risques de cette culture-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments de fond qui ne sont pas de l'ordre d'une crise sanitaire, mais qui poussaient déjà beaucoup dans le sens de la localisation. Et le Covid est arrivé avec une radicalité, enfin une couche radicale pour poser ce débat, mais qui existait avant. Virginie, peut-être vous vouliez réagir aussi sur l'exemple peut-être du Liban?
Moi, j'ai beaucoup de mal quand je vous parle ce soir à différencier toutes les crises auxquelles on fait face depuis 1 an au Liban. C'est dur de vous dire cette crise-là, elle est particulière Covid-19 parce que bon, on a eu quand même une crise humanitaire aussi. Enfin, on a toujours une crise humanitaire majeure avec la crise syrienne, les conséquences des explosions du 4 août. Et pourtant, dans un pays qui est très habitué aux crises, on parle souvent à tort ou à raison de la résilience du peuple libanais. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a tous eu beaucoup de mal au départ à appréhender cette crise. C'est-à-dire que dans un pays qui a connu une guerre civile, bien sûr, on est habitué d'avoir des contraintes de mouvement, des problèmes d'accès, mais pas forcément sur le plan national, pour tout le monde, sur une durée qu'on ne connaît pas vraiment. Et sur ce que j'ai entendu chez beaucoup de Libanais et de Libanaises, c'est finalement, il n'y a pas d'ennemi. On n'est pas dans un contexte où c'est un humain le problème. C'est une pandémie, c'est quelque chose de complètement différent. Et ça, par contre, en termes de crise sanitaire, autant je pense que d'autres pays, Valérie, tu donnais l'exemple des pays qui avaient connu l'épidémie Ebola avant. Ici, au Liban, on était moins habitué à ce type de crise. Donc ça, c'est évident. Et je pense, par contre, que sur les autres phénomènes que tu as soulignés, Valérie, la difficulté notamment pour des acteurs internationaux d'intervenir directement et tout ça, pour nous, ça a été moins un problème parce que ici au Liban, les équipes sont quand même très localisées des acteurs internationaux, que ce soit les agences des Nations Unies ou les ONG internationales, du fait de leur présence quand même assez longue au Liban. Ces gens-là étaient déjà mobilisés sur le terrain avec la pandémie. Donc très rapidement, il y a eu une mobilisation là-dessus. Mais oui, une crise sans précédent, je pense aussi parce qu'elle a touché beaucoup de pays et aussi les pays donateurs, ce qui est quand même plus normal. C'est vrai, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ennemis entre guillemets, et c'est vrai qu'aussi en 2020, il y a eu les explosions, il y a eu les explosions à Beyrouth aussi. Donc c'est vrai que ça a été une grosse crise aussi, en plus du contexte sanitaire. Donc j'allais dire dans la gradation entre guillemets. Voilà comment ça a été ressenti en fait. À votre niveau? On disait, au moment du Covid, on disait, il ne peut pas arriver pire. Là, on cumule trop, on est au bord du désastre bancaire, crise humanitaire majeure avec la présence des réfugiés syriens depuis plus de 10 ans, absence de perspective de retour vraiment très claire, évaluation totale de la Libye libanaise. Enfin, on a cumulé les choses et puis est arrivée la pandémie. Là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est un sentiment d'incrédulité au départ, c'est comment il peut encore y avoir quelque chose. Et je pense surtout, et moi c'est ça qui me fait continuer ce travail-là ici au Liban, une mobilisation, une remobilisation. Pas du tout, oui, incrédulité, mais pas du tout défaitisme de la part des ONG locales, nationales et même de leurs partenaires. Au contraire, une envie de se mobiliser encore davantage. Cette multiplication-là et cette défaillance encore plus exacerbée de l'État libanais a amené une mobilisation encore plus importante et de nouveaux acteurs. Merci. Et du coup, ça permet de faire en partie la transition avec la thématique d'après, peut-être toujours en restant sur le Liban avant de dézoomer. Mais du coup, est-ce que vous avez pu également ressentir au niveau du Liban un changement dans les interactions entre ONG internationales et ONG locales? J'imagine qu'on a aussi, dans le cadre d'un pays comme le Liban, une tendance peut-être de l'État à vouloir resserrer sur les ONG nationales, ce qui peut avoir à la fois des bénéfices et peut-être des inconvénients. Est-ce que du côté du Liban, ça a été un phénomène qui a été constaté? Comment ça a été vécu par les acteurs sur place? On est bien là dans le cadre de la localisation de l'aide, avec un rôle plus ou moins important des acteurs internationaux, des acteurs locaux. Peut-être si vous pouviez nous apporter un complément sur ce point-là avant qu'on dézoome sur les autres pays et l'ensemble du phénomène de localisation. Oui, alors il me semble important en fait là encore de resituer un petit peu les choses tout en faisant un zoom sur le Liban. On a tendance à beaucoup notamment comparer le Liban avec la Jordanie. Proximité géographique, 2 pays impactés par la crise syrienne. Cette comparaison, on a quand même de fortes différences en termes de régime politique.
Et au-delà, je pense que cette comparaison, elle est de moins en moins pertinente et c'est important de le dire. Le Liban, on a atteint un stade où on a 50% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, tout ce rationnel en termes d'un pays à revenus moyens qui répond à une crise humanitaire, à la pandémie Covid, je pense qu'il est de plus en plus remis en question compte tenu des vulnérabilités qui augmentent et de la situation socio-économique du pays qui nous amène vers une énième catastrophe dont on a encore du mal à saisir les dimensions, si ce n'est que on a maintenant des gens qui sont en situation de malnutrition au Liban, ce qu'on ne pensait jamais arriver, et encore moins dans un pays à revenus moyens. Donc ça, je pense que c'est un point qui est premièrement très important. Le deuxième point, et c'est là aussi où il y a une différence avec la Jordanie et avec d'autres pays, qui a été très clair au moment du Covid, c'est que le Liban, c'est quand même aussi le pays de l'ingérence par excellence. Pas toujours pour le bon d'ailleurs, mais où quand même les acteurs internationaux et les ONG en général ont toujours joui d'un espace opérationnel assez important. Et ça, on l'a vu au moment du Covid-19, c'est-à-dire que bon, l'État a clairement pas été capable de prendre en charge, équipement protecteur, tout ça, ça a été très difficile, même si on avait un interlocuteur en face de nous, des gens techniques avec lesquels on parlait, il n'y avait pas une prise en charge de l'ensemble du problème. Et très rapidement, ça a été relativement clair, alors même si pas toujours parfait, mais quels étaient plus ou moins les besoins, comment les ONG pouvaient contribuer. On a eu des autorisations relativement rapidement pour intervenir. Donc, je dirais que en fait, ça a remontré et à nouveau que le Liban est, de par la défaillance de l'État, j'en ai parlé au départ, mais c'est comme ça, ouvert aux ONG, qu'elles soient nationales ou internationales. J'ai pas senti de différence, j'ai pas senti de discrimination et en fait, je l'ai jamais vraiment senti cette discrimination au Liban qui peut y avoir par contre dans d'autres pays de la région. Par contre, cette situation-là, elle est clairement en train de changer. Le changement, il s'est amorcé avec les confinements en termes d'accès et il a vraiment été exacerbé suite aux états d'urgence qui étaient reliés en fait à la pandémie, avec l'état d'urgence qui a été décrété au moment des explosions du 4 août, où là, en fait, l'armée était en charge de la zone de Beyrouth et du Grand Beyrouth, et où là, par contre, on avait des contraintes d'accès qui étaient très claires, des distributions alimentaires qui étaient faites par l'armée, des ONG qui étaient autorisées, pas autorisées. Et ça a été un bouleversement pour tous les acteurs, qu'ils soient internationaux, nationaux ou locaux. Ça a affecté, je dirais, tout le monde de la même façon. Même si, et là c'est plutôt en lien avec la pandémie, même s'il est vrai qu'il est toujours plus facile pour un acteur local, que ce soit une ONG ou un groupe communautaire, d'arriver à négocier des accès que pour une ONG qui n'est pas forcément établie depuis très longtemps dans cette zone-là. Ça, c'est évident. Mais les problèmes d'accès, les restrictions à la liberté d'association auxquelles je veux vraiment insister, on n'était pas habitué au Liban. Oui, il y a des problèmes comme partout en termes de violation des droits fondamentaux, mais on n'était pas habitué à ces contraintes d'accès, ou en tout cas pas dans ces termes. Là, ils sont vraiment très aigus depuis la pandémie, avec les explosions et là, avec le reconfinement total dans lequel on se retrouve avec des contraintes d'accès importantes. Mais, et c'est là, je reviens sur l'importance de la coordination, parce que j'y crois beaucoup, c'est là où on a vu aussi le rôle qui a été clé et qui a été joué et qui est toujours joué d'ailleurs, par les plateformes de coordination d'ONG nationales et d'ONG internationales. Et ça a changé, parce qu'avant, effectivement, les problèmes d'accès, c'est surtout des problèmes d'ONG internationales. Peu d'ONG locales, nationales les reportaient. Et là, avec la pandémie, avec l'état d'urgence, la présence de l'armée, on s'est tous retrouvés avec les mêmes contraintes et il y a eu beaucoup d'actions de plaidoyer communes qui ont été menées par la coordination des ONG internationales et par la coordination des ONG locales sur l'identification des problèmes d'accès sur le terrain, les problèmes d'autorisation, les faire remonter à la coordination civile militaire qui est gérée par les Nations Unies et essayer d'avoir petit à petit des atténuations de ce qu'on pouvait avoir. Je ne dis pas que c'est positif et que ça marche dans tous les cas, mais je trouve que c'est un bon exemple de comment en fait une réalité qui finalement n'est pas forcément la nôtre nous a aussi amené à agir conjointement entre ONG nationales et ONG internationales et à finalement changer une forme du partenariat. Donc c'est pas vraiment c'est une forme de localisation en fait parce qu'on n'était pas habitué à négocier nos accès et maintenant on se retrouve à les négocier
finalement, c'est aussi, pour revenir sur ce que Martin disait, un autre exemple que la localisation ne relève pas uniquement des questions financières, même si c'est évident, c'est plus facile de négocier quand, par exemple, on a un coordinateur des ONG locales, quand on a un coordinateur sectoriel d'une ONG locale, et ça prend des financements, et ça prend des financements non restreints de bailleurs qui sont très difficilement accessibles aux ONG locales et nationales. Merci beaucoup Virginie. Effectivement, l'exemple du Liban est vraiment intéressant. Moi, je me tourne vers Valérie pour le coup. De votre côté, est-ce que vous avez constaté ce même phénomène, en fait, j'allais dire un petit peu peut-être d'interventionnisme d'État, hein, comme Virginie vient de nous l'exposer, avec une espèce de resserrement pour le coup de l'espace aussi, hein, d'action, ou en tout cas, est-ce que c'est un petit peu toujours le débat pour voir aussi comment les activités, les actions de solidarité internationale, elles s'insèrent ou pas finalement dans les politiques sociales publiques aussi. Hein. C'est toujours un petit peu ce débat-là. Alors, voilà, moi je vous pose un petit peu cette question-là. Ça élargit aussi les acteurs locaux. Là, on sort un peu du cadre juste ONG local, j'allais dire. Quelles conditions, selon vous, doivent être réunies pour qu'associatifs, j'allais dire, et puis agents publics, en période de crise, comme on le traverse en ce moment, et sanitaire et aussi d'autres types de crises. Alors, quelles conditions doivent être réunies pour qu'il y ait une collaboration quand même, une bonne collaboration qui se passe entre associatifs et puis agents publics, parce que c'est vrai que Virginie le rappelait, au Liban, et c'est pas le seul pays où vous avez des milliers d'ONG qui interviennent, des milliers d'ONG au niveau local, des centaines au niveau parfois au niveau international. Donc c'est vrai que ça peut faire peur aussi aux agents publics aussi pour garder le contrôle entre guillemets de tous ces acteurs qui vont intervenir sur leur territoire. Donc voilà, quel est un petit peu votre point de vue là-dessus, Valérie, d'après les contextes que vous avez pu suivre? Oui, alors je vais faire des liens avec des choses qui ont déjà été dites en introduction, mais c'est vrai que comme tu le fais remarquer, Magali, c'est important quand on parle de localisation, dans les discours sur la localisation, parfois on a peut-être tendance à focaliser sur les ONG, les assos, les organes un peu structurés, locaux, les acteurs de la société civile, mais il y a aussi des acteurs locaux hors société civile. Ça peut être des citoyens engagés, je l'ai dit, des citoyens qui se prennent par la main et qui agissent et qui ont des réponses solidaires alors c'est société civile, mais il y a aussi tous les acteurs locaux qui fournissent des services de base et parmi eux, forcément, les gouvernements locaux, les services décentralisés de l'État. Et voilà, souvent on oublie un peu ces acteurs locaux et c'est important. On pourra parler en effet des synergies possibles au sein de cette diversité d'acteurs locaux avec en plus les acteurs internationaux. Donc c'est important de le rappeler. Autre chose pour parler alors des postures dans certains contextes de l'État avec peut-être un certain resserrement, voire des stratégies de contrôle et de surveillance qui ont été décriées dès les premiers mois de la pandémie au printemps dernier. Et ce qui a pu restreindre les libertés publiques, aggraver dans certains contextes le non-respect des droits humains. Là, je pense à la situation des Rohingyas, par exemple, en Birmanie, plein d'autres exemples, même sur les droits des exilés, en général, dans plusieurs parties du monde. Et voilà, ces restrictions, cette prise de contrôle qui est venue entamer l'espace d'expression de la société civile, voire même des États qui ont été considérés comme manipulant, en fait, instrumentalisant la pandémie pour appuyer leur stratégie de contrôle. Alors ça s'est révélé clairement dans des États, des régimes autoritaires et populistes, typiquement en Hongrie, aux Philippines, au Zimbabwe, en Chine.
mais des craintes similaires, on l'a vu, ont été évoquées même dans nos démocraties occidentales, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, sur la restriction des libertés publiques. Quoi qu'il en soit, et on l'a déjà mentionné, malgré ce contexte potentiellement restrictif, on a aussi vu une myriade de formes, non seulement d'entraide, mais aussi d'activisme, de mobilisation citoyenne, pour apporter des services de solidarité, mais aussi pour défendre des droits humains, des droits fondamentaux. Donc ça, c'est important de le signaler. Et ces services ou la défense de ces droits s'est fait de différentes manières, soit en se substituant aux lacunes de l'État, comme dans le cas du Liban, si j'ai bien compris, en les comblant, ou alors en collaboration avec les autorités de l'État ou les autorités décentralisées. Voilà, en collaboration avec les autorités décentralisées, en partenariat aussi avec des acteurs économiques locaux. Donc voilà, il y a vraiment une diversité des contextes et des formes de collaboration et de synergie. Et c'est ça qui me semble intéressant dans cette crise multifactorielle, multidimensionnelle qui a touché toutes les sphères de la vie sociale, c'est de voir que des collaborations sont possibles, des synergies sont possibles, et ce n'est pas uniquement acteurs locaux / acteurs internationaux. Il faut vraiment réfléchir aussi en termes de profil, de posture de ces différents acteurs locaux. Et in fine, aussi rappeler que quand même dans bon nombre de contextes, les États ou les autorités compétentes sur les territoires ont quand même été les grands organisateurs et les grands coordinateurs de la réponse à la pandémie. Donc, et là, si on se tourne vers les grands acteurs de l'aide humanitaire internationale classique, je pense qu'eux-mêmes ont pris conscience un peu de leur sentiment d'impuissance, et la pandémie a aussi révélé qu'ils ont pu jouer qu'un rôle marginal face à une crise d'une telle ampleur et qui touche plein de secteurs et qui a eu des effets secondaires dans tous les secteurs de la vie sociale. Donc pour terminer, c'est vrai que moi ce qui me semble intéressant dans cette remise en question des postures, des modalités d'intervention des acteurs humanitaires, qu'ils soient internationaux, nationaux, locaux, c'est de comprendre, comme le disait aussi Virginie, quel est le potentiel d'impact, d'accès, d'impact, comment à l'avenir, face à des crises systémiques d'ampleur qui vont se répéter à l'avenir, on le sait, avec les perspectives des crises globales, vraiment, véritablement, avec des problématiques globales, c'est de voir comment on peut instaurer des relations, en effet, plus de complémentarité, plus à égalité, plus à se baser sur la complémentarité des uns et des autres pour vraiment exploiter au mieux ces synergies. Voilà. Et un dernier exemple, dans un pays justement qui était considéré parfois comme peu à l'écoute de la société civile, il y a eu des exemples intéressants de coordination entre gouvernements locaux et mouvements de la société civile pour identifier les personnes les plus vulnérables, les plus affectées par la crise et leur apporter un soutien vital. Donc c'est le cas en Inde, dans plusieurs États de l'Inde, où le gouvernement a mis en place une plateforme numérique qui a permis à des milliers de bénévoles d'organisations sociales de repérer et d'identifier les personnes qui avaient besoin d'un soutien vital. Voilà, pour l'exemple et le lien aussi entre organismes de solidarité et acteurs de la démocratie locale, en tout cas, qui est aussi un secteur intéressant en matière de coopération décentralisée, que ce soit entre acteurs internationaux, acteurs nationaux. Parfois, on peut oublier aussi cette sphère de la coopération décentralisée qui est voilà, très intéressante à explorer aussi.
Oui, merci Valérie pour ces rappels effectivement importants sur la diversité des acteurs impliqués. On le voit, les lignes bougent, les lignes sont fortement impactées par cette crise et du coup, ça questionne aussi finalement les raisons qui poussent les différents acteurs à aller vers plus de localisation, hein, puisque c'est bien le sujet. Martin, je me retourne vers vous dans l'étude que vous avez réalisée. Vous définissiez un petit peu ces raisons qui peuvent pousser les acteurs. Peut-être si vous pouvez les rebrosser rapidement sur les raisons qui poussent à localiser. Et puis, au vu de tout ce qui s'échange aujourd'hui, est-ce que vous avez sûrement comme information aussi par ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que les constats que vous faisiez en 2019, ils sont toujours valables sur ces raisons qui poussent à localiser, ou est-ce que justement cette crise, elle modifie et dans quelle mesure elle modifie ces raisons d'aller vers plus ou moins de localisation? Oui, en fait, ce qui nous a beaucoup intéressé quand on a analysé les discours, les écrits, les témoignages sur la localisation, c'est de voir qu'en fait, il y avait deux grands types de raisons, de motivation, de localisation, deux visions de la localisation assez différentes en fait. Il y avait une vision qui était plutôt de dire l'aide est trop concentrée autour de quelques acteurs, qui sont des ONG internationales, des agences des Nations Unies, etc. Et ces quelques acteurs-là définissent le format des projets, les manières d'intervenir, et donc ils uniformisent ces projets, et il y a une forme de tyrannie de l'aide. Et donc, la localisation, c'est un moyen de rééquilibrer les relations, c'est un moyen de diversifier les modes d'intervention, c'est un moyen, c'est par exemple, on trouve cette idée de désoccidentalisation de l'aide. C'est un moyen de changer la manière de faire les projets en diversifiant ceux qui les font. Et ça, c'est un projet plutôt politique. C'est une vision de refondation de l'aide, en fait. Et puis, on a cette vision-là, plutôt politique. Puis, on a une autre vision qui est localisée, finalement, pour trouver, je vais le dire un peu sommairement, un meilleur rapport qualité-prix de l'aide. C'est-à-dire de dire, il y a des acteurs sur le terrain qui sont capables de porter les projets. Et les acteurs internationaux ont des coûts de transaction très lourds. Ils font du gras sur le développement. Et donc, il faut enlever un intermédiaire pour que l'argent qu'on dépense dans ce secteur-là aille soit plus directement et plus voilà, on arrive à en dépenser plus pour les personnes qui sont au bout de la chaîne. Donc il y a cette idée qui est liée à ce que je vous disais tout à l'heure de la culture de désintermédiation, qui est une vision beaucoup plus économique de la localisation et qui est proche de cette logique New Public Management. On rationalise, on enlève les intermédiaires et donc, ça, c'est porté notamment par des acteurs dans les pays partenaires qui sont assez solides et qui disent non, mais on peut passer par nous, on est capable et finalement, on a un ratio coût-efficacité qui est meilleur. Donc là, cette deuxième vision, en fait, c'est pas du tout la même vision de la localisation qui est portée. C'est pas la même façon d'imaginer les choses parce que dans cette deuxième vision, on réfléchit dans une logique de concurrence finalement. Qui est le plus capable de porter les choses et puis, alors que dans la première logique, on est plutôt dans une logique de comment on rééquilibre les relations, mais donc aussi comment on travaille sur l'émergence de petits acteurs pour qu'ils puissent prendre leur place, dessiner leurs projets, etc. C'est pas la même vision et en fait, souvent, ça se télescope sans être clairement énoncé comme des motivations différentes. Donc, c'est intéressant de poser le débat en disant il y a ces deux façons de regarder la localisation qui existent. Après, sur la question des avancées, alors nous, je vous disais, on avait cette grille de lecture des projets. En fait, globalement, ce qu'on voyait donc juste avant la crise, c'était un écart assez important entre le ressenti des ONG internationales et le ressenti de leurs partenaires locaux sur où est-ce que vous en êtes en matière de localisation. C'est-à-dire les ONG internationales qui disaient en grande partie on a bien avancé, on est dans des logiques plus partenariales, on partage davantage la décision, on partage davantage la visibilité, etc. Et des partenaires qui disent on est encore beaucoup en deuxième ligne, qui expriment beaucoup plus de frustration. Donc, c'est pas complètement illogique, mais on l'a vu assez clairement. Et on voyait que ces décalages étaient notamment sur la question de qui décide. Et en disant, certes, on a des mécanismes de gouvernance qui sont plus ouverts, plus participatifs. Il y a beaucoup d'espaces de dialogue et de gouvernance aujourd'hui qui existent dans les projets. Pour autant, nous, partenaires locaux, on est souvent cantonnés à la décision opérationnelle et on a du mal à atteindre la décision stratégique, l'orientation des activités, le dessin global des activités. Donc, il y a cette frustration sur qui décide de quoi.
Il y a une frustration aussi sur les capacités, en disant finalement on est beaucoup renforcé en tant qu'acteurs locaux sur notre capacité à exécuter les projets, mais on a du mal à se renforcer structurellement et à accéder à des fonds pour ça. Et donc, oui, il y a du renforcement de capacité, mais souvent, il est cantonné à une partie de notre activité et ça ne nous permet pas en fait de nous structurer à long terme. Et puis, il y a aussi une frustration qu'on entendait sur la visibilité, qui était de dire, oui, en tant qu'acteurs locaux, on a de la visibilité auprès des autres acteurs locaux, souvent des pouvoirs publics, locaux, etc. Mais pour autant, en ce qui concerne les espaces de coordination de l'aide, en ce qui concerne l'accès aux bailleurs, il y a une espèce d'écran de notre partenaire international. Et donc, on a du mal à être visible. Et donc, le mot écran est revenu plusieurs fois, cette idée d'écran de la part des partenaires locaux. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment cet écart de représentation des choses. Et donc, peut-être, je ne sais pas si je reviens maintenant, mais en fait, effectivement, dans ce qu'on voit maintenant, les choses ont changé sur la visibilité et sur l'expertise de terrain. Ce que disait par exemple Virginie sur le fait, et Valérie d'ailleurs aussi, sur le fait qu'on invente des solutions pour répondre à des besoins nouveaux et que donc on se crée une expertise de terrain et une visibilité de terrain nouvelle. Donc, ça fait bouger aussi les lignes qui existaient et davantage d'autonomie aussi des acteurs locaux. Donc, les lignes bougent en partie sur ces dimensions-là. Pour autant, nous, on analysait, on se posait la question, pourquoi est-ce qu'on avance si peu sur la localisation? Pourquoi est-ce que ce débat existe depuis si longtemps, même si le terme est assez récent? Et pourquoi est-ce qu'on est structurellement encore dans ces frustrations? Et en fait, on voit que le débat tourne beaucoup en rond. Et vous l'avez exprimé d'ailleurs dans les autres interventions, en disant il faut permettre aux acteurs locaux d'avoir un meilleur accès au financement, mais ces acteurs locaux n'ont pas la capacité aujourd'hui de porter des projets de grande ampleur, de faire du reporting. Donc, en attendant, nous, acteurs internationaux, on reste des garants et des filtres et des intermédiaires nécessaires. Mais il faudrait quand même un jour arriver à renforcer ces acteurs locaux pour qu'ils... Et donc, on tourne autour de cette question du financement des acteurs locaux en disant que ce n'est pas possible aujourd'hui, mais qu'il faudrait que ça arrive. Et en fait, on se renvoie la balle. On renvoie la balle aux procédures des bailleurs en disant que c'est parce que les bailleurs ont des procédures trop lourdes, qui renvoie la balle aussi aux ONG internationales en disant qu'elles protègent aussi un précaré et un accès à des financements, qui renvoie la balle aussi à des acteurs locaux en disant qu'ils n'ont pas forcément envie d'être en première ligne et ils peuvent aussi être confortables dans cette relation dans laquelle ils ont un acteur intermédiaire qui assure un certain nombre de fonctions. Et en fait, on a beaucoup vu le débat se renvoyer la balle et tourner en rond justement parce qu'il était coincé sur cette question unique du financement et qu'il n'abordait pas les questions de localisation sur tous ces différents angles en même temps. Capacité, visibilité, financement, demande, qui permet en fait de poser sur la table autrement la question de la localisation. On a pas mal de questions là qui sont arrivées pendant les échanges, donc je vais en relayer quelques-unes. Il y en a certaines qui sont liées au financement, donc que je garde pour la troisième partie qui va être vraiment plus concentrée sur ça. Alors, j'ai une question, donc je vous la lis. Hein, l'émergence de ce concept de localisation de l'aide n'est-il pas aussi lié à la pression croissante quant à une certaine efficacité de l'aide, tirée donc d'une vision plutôt entreprise qui viserait les intermédiaires, en l'occurrence les ONG internationales, soupçonnées d'être trop gourmands en frais administratifs. Vous l'avez un petit peu évoqué, Martin, mais c'est vrai que c'est une question qui a été posée. Je vais peut-être en poser peut-être deux ou trois, et ensuite juste vous laisser la parole pour que vous puissiez réagir. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une remarque question, j'allais dire, et c'est vrai, ça a trait aux coordinations locales. Et c'est vrai, je reprends quand Virginie effectivement évoquait le fait que pour le coup ces derniers mois, voilà, les forums de coordination locale et internationale se sont effectivement ont échangé. Et alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est vrai, je me suis, je fais un petit peu l'avocat du diable, mais je me dis il y a toujours quand même besoin de
deux instances, entre guillemets, de coordination. Donc, je pense qu'au départ, on peut aussi se poser la question pourquoi il faut ces deux instances finalement. Moi, ça m'a fait penser aussi, quand vous avez dit ça, à une autre réflexion qui m'avait été faite il y a quelques mois par un ex-collègue et qui m'avait un petit peu dit, l'effet Covid chez nous, ça s'est traduit par l'arrêt en fait de la coordination de type cluster, où on a vu que pour le coup, au printemps dernier, j'allais dire, en tout début, c'est cette coordination justement qui est sectorielle et qui fait le lien aussi entre les acteurs locaux et les ONG et OI internationales. Cette coordination, dans certains pays, avait été mis quasiment à l'arrêt justement par la pandémie. Donc ça fait aussi un peu réagir. Et donc une remarque qui est revenue là dans le champ des questions, c'est voilà ces fameuses coordinations locales. D'abord au niveau de la perception des acteurs internationaux, est-ce qu'elles sont perçues à leur juste valeur et pas comme des réunions plutôt qu'en fait un véritable relais de pouvoir, puisque bon, les acteurs locaux et les ONG locales ont bien évidemment des entrées pérennes et souvent des liens aussi très forts avec certains, j'allais dire, même au niveau des ministères, etc. Enfin, il y a quand même une relation de confiance qui dure. Donc certaines ONG ont vraiment un pied au niveau des politiques sociales publiques. Donc voilà comment est cette perception en fait des coordinations locales, qui acceptent de financer aussi ces coordinations locales, derrière la question finalement, est-ce qu'il faut une coordination locale en plus d'une coordination internationale ou cluster, etc., puisqu'il y a déjà quand même tout un tas de dispositifs qui existent. Donc si vous voulez, voilà, quelle est cette perception-là voilà. Et peut-être la dernière question que je vous relais, c'est vrai que la crise Covid, elle est d'abord sanitaire, mais elle est aussi, avec les effets collatéraux, c'est aussi une crise sociale et économique dans des pays déjà fragiles. Est-ce que ça ne va pas finalement aussi aggraver un petit peu un déséquilibre entre les capacités des ONG locales, qui sont aussi parfois perfusées par des fonds de diaspora qui, pour le coup, se tarissent, etc. Voilà, par rapport à cet équilibre ou ce déséquilibre, ONG locale, ONG internationale, est-ce que ça ne va pas renforcer plutôt les inégalités? Donc voilà un petit peu, c'est un peu un round pour tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole et je relayerai les questions plus sur les financements dans la dernière partie du webinaire. Virginie, tu veux commencer? Premier commentaire très, très rapide en fait sur la localisation qui est éminemment politique. Ce n'est pas qu'une question d'efficacité, ce n'est pas qu'une question de financement, c'est politique. Parce que en pratico-pratique, ça reste quand même une dynamique de qui va avoir le pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas uniquement l'argent, mais ça en fait aussi partie parce que c'est le pouvoir. Quand je parle du pouvoir, c'est le pouvoir de décider quelle activité on va mettre en œuvre basée sur notre évaluation des besoins. Et ça, ce n'est pas toujours le cas quand on ne reçoit pas directement l'argent. Et il y a aussi cette dynamique de pouvoir d'ailleurs avec les bailleurs qui nous financent et tout ça. Mais pour moi, c'est donc une question éminemment politique parce que reliée à un pouvoir décisionnel. Et ce pouvoir, il peut être partagé, il peut être complémentaire. Ça, c'est ma vision de la localisation, ou il peut être uniquement monopolisé d'un côté ou de l'autre. Voire pire, il peut être cédé de façon factice uniquement en donnant le financement à l'ONG locale. Ça aussi, c'est possible, de donner directement, d'être un bailleur institutionnel, de donner directement l'aide, mais de faire finalement des appels à propositions qui sont très orientés, où il y a beaucoup moins de flexibilité. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle, alors je n'ai pas trouvé la traduction, c'est la localisation à rabais, en fait, c'est de dire, à partir de maintenant, on ne prend plus d'ONG internationales parce qu'elles n'ont plus accès, parce qu'elles coûtent plus cher. Et donc, voilà, mais on vous donne la moitié du budget. Il n'y a aucune raison que vous ayez tel type de position, et on enlève. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas et ce qu'on ne doit surtout pas faire, parce que là, on va complètement annihiler l'efficacité de l'aide. Parce que justement, on a besoin de ressources qui, oui, coûtent cher, mais on ne peut pas brader un épidémiologiste.
On ne peut pas le payer moitié salaire parce qu'il travaille pour l'ONG locale. Sinon, ce qui va se passer, c'est que les ONG internationales vont attirer les staffs avec les profils qui correspondent, et puis les autres ne pourront pas le faire. Donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de rappeler que la localisation, c'est vraiment une vision politique de travail en complémentarité et qui ensuite, après, et évidemment, suppose aussi que les coûts sont moindres. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne doit pas être l'objet. Si c'est l'objet, non. Par contre, ça peut servir d'argument parce qu'il faut être effectivement stratégique, mais il ne faut jamais oublier d'avoir la vision politique. Virginie, je me permets de rebondir par rapport à une question là, une remarque qui est faite. Donc, le partenaire local assurait le risque terrain, le partenaire du Nord le risque financier, hein, donc c'est pas rien. Mais voilà, est-ce que c'est cette vision un petit peu compartimentée des choses finalement? Est-ce que c'est ça l'avenir de la localisation et voilà, donc on se met en fait un intermédiaire Nord pour assurer le risque financier et c'est des espèces d'avantages concurrentiels, j'allais dire pourquoi pas, ou est-ce que c'est autre chose? Enfin, c'est une remarque qui est posée, donc j'aurais aimé votre avis sur la question. C'est éventuellement la vision de certains bailleurs, mais pratiquement en pratique, et je pense que c'est ce que beaucoup d'acteurs de la communauté humanitaire méconnaissent parfois. On a des audits et on suit, quand j'ai un financement de l'Agence française de développement, même si je fais partie d'un consortium, je dois suivre les mêmes procédures que le porteur de projet, qui sont assez complexes. Donc, il y a un transfert, je ne pense pas que le partenaire international assume tous les risques financiers. Je pense que tout le monde se les partage. Transfert de risque opérationnel, enfin sur le terrain, oui, il y en a, mais je ne pense pas que le Liban, c'est le meilleur exemple pour ça. La Syrie est un bien meilleur exemple. Les pays où il n'y a pas d'accès pour les acteurs internationaux, là, effectivement, il y a des questions qui se posent en termes de transfert de risque et qui, je crois, préoccupent énormément les acteurs locaux sur le terrain à très juste titre. Et là, il y a une responsabilité collective de tous les acteurs de s'assurer que ce n'est pas le cas. Très rapidement, sur la coordination sectorielle et tout ça, au contraire, on a encore plus, à cause de ces grosses machines qui ne sont pas des objectifs, qui sont des outils pour nous aider à mieux travailler et à ce qu'il n'y ait pas de duplication, à ce qu'on identifie mieux les besoins, mais ce n'est pas un objectif en soi. Et la coordination entre ONG locales, entre ONG internationales, entre plateformes, elle est essentielle. Parce qu'aller dans ces réunions sans position commune ne sert pratiquement à rien. Alors que quand on y va et que clairement, on a des demandes, on a identifié les problèmes sur le terrain entre ONG locales, entre ONG internationales, on a des demandes claires et on y va pour la vraie raison. On n'y va pas uniquement pour parler. On va dans un Humanitarian Country Team pour dire ça va pas. Et ONG internationales et ONG nationales, on pense que les choses devraient être comme ça. C'est comme ça qu'on peut avancer. Si on y va en tant qu'acteur individuel, on continue en fait à répliquer les mêmes schémas où le pouvoir, il reste soit que avec les ONG internationales, soit avec que quelques ONG, et c'est pas ce qu'on veut. Parce que la localisation et le partenariat, c'est véritablement de représenter des positions collectives. Est-ce que ça multiplie les réunions? Est-ce que ça multiplie les processus décisionnels? Oui, évidemment, mais je pense que faut en passer par là. Ça prend du temps, mais ça nous aide à avoir une action qui est davantage efficace sur le terrain. Et du coup, peut-être sur la question du déséquilibre que la crise Covid peut créer entre les acteurs ONG internationales, Valérie Martin, si vous aviez des éléments à apporter sur ce point-là. Alors, excuse-moi Sébastien, je vais te demander de reposer la question. Je n'ai pas entendu le début. Il n'y a pas de souci. Dans les questions du public, on avait notamment la question de l'impact que la crise Covid avait sur l'équilibre qu'il peut y avoir entre ONG locales et ONG internationales. On a vu avec Virginie et l'exemple du Liban que effectivement ça déséquilibrait pas mal. Est-ce que de l'autre côté, vous avez une vue peut-être un petit peu plus macro sur ces équilibres? Alors, en tout cas, j'apprécie beaucoup le propos de Virginie. Je pense être pas mal sur la même longueur d'onde. Virginie, quand tu parles en effet de ces déséquilibres dans les partenariats actuels entre acteurs locaux et internationaux, c'est vrai que je pense que c'est une réalité que le modèle partenarial dans le secteur humanitaire est dominé par des relations de sous-traitance, pour le dire rapidement, avec
des exécutants à qui on délègue en effet une partie des risques. Là-dessus, je suis assez d'accord et je pense que… Alors, au groupe URD, actuellement, on démarre une réflexion, en fait, sur ces articulations possibles. Je pense qu'il y aura… On lance une étude, on en lance plusieurs un peu en parallèle sur les nouvelles formes de collaboration, les modèles, les formes de partenariat qu'on peut envisager entre ces divers acteurs. Donc, je n'ai pas toutes les réponses tout de suite, mais je pense qu'il y aura probablement diverses configurations qui vont apparaître et ça serait intéressant de mettre en lumière et de documenter en fait des expérimentations, des initiatives, des expériences, parce qu'on a vu qu'elles ont fleuri lors d'une crise globale de cette ampleur depuis l'année dernière. Donc, on va vraiment s'atteler à essayer de documenter et dresser un panorama et réfléchir à comment refonder un peu ces relations entre acteurs, relations partenariales et mise en réseau, ce que mentionnait aussi Virginie. Moi, je crois aussi beaucoup au potentiel de mise en réseau, voilà, pour aller au-delà même de la coordination, en fait, vraiment des acteurs. Pour rester sur ce sujet-là, Valérie, je me permets de relayer une question en fait sur une personne qui se demande au niveau du renforcement des capacités, parce que c'est vrai que dans ces relations partenariales, c'est vrai que c'est un petit peu le marronnier qui revient souvent. Donc voilà, qui demande vraiment ce que vous pensez, ce que les intervenants donc pensent de ces initiatives. Voilà, notamment, enfin, Virginie prenait le contexte du Liban, hein, où il y a des capacités déjà locales qui ne sont plus à prouver. Donc, pour le coup, voilà, qu'en est-il en fait de ce fameux… Ça devient un petit peu un mot un peu buzz qu'on emploie partout. Et c'est vrai que très concrètement, ça veut dire tout et rien du tout. Donc voilà, c'est juste quand on part, vous savez, on fait ces phasing out parce qu'on n'a plus de sous et puis du coup on va faire du renforcement des capacités en quelques semaines pour finalement transférer toute la charge d'un programme. Enfin, c'est ça qui est demandé hein, sur les épaules d'un acteur local. Alors je caricature, hein, bien évidemment, je force le trait, c'est bien entendu pas ça partout, mais ceci étant, c'est aussi ça. Donc qu'est-ce que vous pensez un petit peu sur cette tendance hein, au soft? Pour le coup, là, on fait du soft, on renforce les capacités. Peut-être que ça coûte moins cher aussi. Il y a des questions de coût, d'optimisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là qui est quand même assez forte du point de vue des ONG internationales et puis du point de vue des donateurs également? Ouais. Non, c'est intéressant que vous posiez cette question et j'allais y venir aussi en rebondissant sur ce que disait Martin sur l'appui structurel et cette espèce de cercle infernal hein, entre les financements et l'appui structurel qui serait nécessaire pour que certains acteurs locaux montent réellement en puissance. Et alors, c'est marrant, on n'a pas réagi sur les termes, ça serait un autre débat, mais c'est vrai que quand on parle de renforcement de capacité, de quoi on parle? De quelle capacité on parle? Qui renforce qui? Enfin voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais en effet, le terme même peut surprendre et surprendra de plus en plus quand on parle même de localisation de l'aide et renforcement des capacités. Je pense que même la sémantique, j'espère, dans les années à venir, évoluera aussi. Mais ce qui est intéressant de pointer, je pense, c'est cette nécessité. En fait, encore une fois, dans le modèle actuel, quand on fait du renforcement de capacité, usuellement, on va renforcer surtout les capacités opérationnelles. Voilà, logistique, distribution, sensibilisation, voilà, capacité sanitaire peut-être, expertise technique. Et c'est vrai qu'on est beaucoup moins, on l'a dit, sur peut-être un renforcement structurel des organisations, des acteurs locaux, que ce soit en matière d'administration, de logistique ou de reportage, pour ne pas utiliser un terme anglais. Et ça, généralement, oui, c'est vrai que ce n'est pas financé dans le budget principal des opérations. Donc, ça nécessite une ligne de financement pour l'appui structurel et pour permettre à des acteurs locaux de monter en puissance, de monter en gamme
Et ces acteurs locaux, comme on l'a dit, ils sont rarement aussi impliqués dans la conception de projets, dans les stratégies opérationnelles. Ça nécessite une autre forme de compétences qui ne sont pas directement reliées à des opérations en dur, à des opérations concrètes qui vont voir le jour rapidement. Donc, dans le type des financements qui vont être octroyés, non seulement il faudrait davantage de financement direct aux acteurs locaux, et là, si vous vous référez à un dernier rapport de Development Initiatives qui date de juillet 2020 et qui retrace les flux financiers de l'aide humanitaire internationale, on est très loin des engagements donc du Grand Bargain de 2016 en faveur de la localisation qui affichait un objectif de 25% de financement direct aux acteurs locaux. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 2,5–3%, avec une part infinitésimale qui arrive aux acteurs de première ligne, aux intervenants de première ligne, c'est-à-dire à des organisations de plus petite taille. Bon, voilà, tout ça pour dire que les lignes bougent aussi. Il y a des nouveaux fonds qui ont été créés, des fonds locaux, et on n'a peut-être pas toute la visibilité aussi sur ces flux qui sont collectés directement par les acteurs locaux, soit à travers les diasporas, comme vous l'avez mentionné, ou des fonds qui ont été créés localement. Je pense à un fonds notamment qui s'appelle Trust Africa, qui a lancé un fonds spécial pendant l'épidémie de Covid. Voilà, tout ça pour dire, j'avais peut-être encore un élément que je voulais rajouter, mais qui m'échappe, l'importance des financements structurels. Donc, financement direct aux acteurs locaux, insuffisant aujourd'hui à l'échelle internationale. Des lignes bougent, des financements institutionnels aussi bougent, ou des financements institutionnels de grands bailleurs de fonds s'adaptent ou cherchent à s'adapter, et ont cherché à s'adapter pendant cette pandémie de Covid pour financer davantage des acteurs locaux. Je pense que ECHO aussi réfléchit, parce que ECHO a été mentionné, réfléchit actuellement à comment adapter aussi certains mécanismes de financement pour remplir davantage ces engagements en faveur de la localisation, donc à suivre. Mais en effet, je crois au groupe URD, on est d'avis, on plaide pour des appuis structurels de plus long terme, multi-annuels, auprès des acteurs locaux, qui permettent vraiment de renforcer les capacités en amont des crises, avant que la crise survienne, pour vraiment construire cette capacité opérationnelle qui a été construite à une époque pour les ONG occidentales. À une époque, nos grosses ONG étaient des petits acteurs. Voilà, les French Doctors, voilà, à un moment donné, c'était un petit groupe de French Doctors, et puis ils ont construit aussi leur force opérationnelle grâce aussi à des lignes de financement qui leur permettaient de se renforcer structurellement. Donc, il faudrait souhaiter que le même chemin soit pris par des acteurs locaux à travers le monde. Et justement, ça fait bien la transition. Mais moi, je me posais exactement cette question-là sur le Liban. C'est un peu ce qu'on avait pu échanger auparavant, Virginie. Vous disiez l'argent, c'est aussi une partie du pouvoir. Il y a la question de l'équilibre, il y a la question du pouvoir via l'argent. Est-ce que concernant les ONG libanaises, elles peuvent, est-ce que vous avez vu à l'œuvre un certain effet bénéfique finalement de cette crise pour repenser les modalités de financement et du coup peut-être reprendre en partie le pouvoir sur ces questions-là? Alors, on a effectivement vu de nouvelles tendances émerger avec la pandémie, avec les explosions en matière de financement. Ça ne remplace pas les financements auxquels on a plus difficilement accès ou alors où c'est plus difficile en termes de relations partenariales. Et je pense qu'il faut faire attention aussi, mais je pense que ça permet d'avoir un effet levier. Et ça permet justement d'avoir une certaine enveloppe qui nous permet de couvrir d'autres types de frais aussi, qui sont plus flexibles.
Et donc, ça aussi, c'est intéressant. Je pense qu'il y a cet effet levier. Je rebondis sur ce que tu disais, Valérie. Pendant des années, les ONG du Nord, enfin occidentales, peu importe comment on les appelle, ont eu effectivement des lignes budgétaires beaucoup plus flexibles qui leur permettaient d'aller chercher des ressources spécifiques, de construire leur système. Et nous, on a très peu de lignes budgétaires comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, on a maintenant, avec des campagnes de levée de financement privé, un peu plus de flexibilité. Même si, et ne l'oublions pas, les donateurs privés et les individus, il y a aussi une redevabilité. Ça ne veut pas dire que tout est possible, mais ce n'est pas le même type de redevabilité qu'on va avoir. On a plus de souplesse sur des changements de lignes budgétaires et autres. Plutôt, Virginie, je rebondis sur ce que vous dites, c'est plutôt une redevabilité d'image par rapport à ces types-là ou de réputation. En tout cas, nous, au sein de l'ONG avec laquelle je travaille, on a des redevabilités similaires puisqu'on va soumettre des rapports d'impact. Bon, on ne va pas soumettre un rapport financier à chaque individu, mais il y a des audits et tout ça. Donc, ça, c'est le même type de redevabilité. Et de toute façon, les procédures qu'on développe, comme c'est le cas pour les ONG internationales, elles ne sont pas développées pour les bailleurs, elles sont développées pour l'organisation. Mais on en revient au même. Ça coûte de l'argent de développer ce type de procédure si on veut qu'elle soit mise en œuvre d'une façon significative et pas accessoire. C'est souvent malheureusement le problème de formation entre ONG internationales et nationales où on va faire une formation sur un nouveau système pour que l'ONG adopte le nouveau système, mais sans qu'il y ait de suivi et de véritable intégration significative de ce système. Et c'est là où je pense que aussi d'avoir des financements privés, ça permet de développer ses propres systèmes où il y a une appropriation qui est réelle par l'ONG du code de conduite, de la procédure pour demander des devis, de la procédure de recrutement. C'est la procédure de l'ONG. Ça, je pense que c'est assez important et c'est quelque chose qui est permis aussi par le fait d'avoir ces financements privés. Ce n'est pas la seule chose qui a changé avec la pandémie, en tout cas pour nous au Liban. On a aussi vu pandémie plus explosion. Aussi du fait que le Liban, donc fermeture de l'aéroport, le Liban dépend énormément des importations sur plein de choses. Avec la crise économique, l'achat de biens en devises étrangères devient très compliqué au Liban. Donc, on a commencé à recevoir toute une catégorie de donations matérielles, de choses qu'on ne pouvait plus trouver. Covid, notamment certains équipements protecteurs, reconstruction suite aux explosions dans le port de Beyrouth, bon, tous les matériaux de construction que vous pouvez imaginer. C'est vrai qu'au sein de la communauté humanitaire, ce n'est pas que les ONG locales, on est toujours un peu prudent sur les dons matériels parce qu'on a toujours eu des expériences de choses qui nous arrivent et qui ne collent pas forcément aux besoins. Et je vous rassure, ça se produit toujours parce que voilà, c'est pas parce que les choses avancent d'un côté que tout va bien pour autant. Mais quand même, on a eu de plus en plus de donations comme ça qui faisaient du sens par rapport à avant. Et ça aussi, je trouve ça important parce que ça nous a montré aussi qu'on n'était pas que sur des partenariats financiers en termes de mode de financement, qu'on pouvait aussi avoir des donations matérielles qui faisaient du sens. Et je pense aussi lié à l'accès. Et puis, et finalement, autre, je pense, modalité c'est pas une modalité de financement nouvelle, mais c'est une réalité nouvelle ici au Liban. Et j'en ai parlé un tout petit peu au début, mais c'est toutes les campagnes de financement participatif. Elles ont vraiment émergé, mais de façon très importante avec la pandémie Covid-19 pour atteindre une apogée évidemment avec les explosions, des choses qui ont été lancées par la diaspora, des mobilisations de beaucoup de Libanais. Et ça, pour nous, c'est pas que c'est nouveau. Je veux dire, les Libanais ont une tradition de solidarité avec le Liban. On avait vu pas mal de choses similaires avec la Syrie, mais là, ça a pris une ampleur très importante avec des ONG, effectivement, qui ont été capables de constituer des budgets qui sont l'équivalent de financement institutionnel. Ça change aussi un petit peu la donne sur, et ce sera mon dernier commentaire, l'efficacité des bailleurs. Parce qu'on a beaucoup parlé d'efficacité des ONG, mais il y a aussi les bailleurs. Et en termes de prise de décision, entre le moment où on a fini notre évaluation rapide des besoins et le moment où on reçoit l'argent dans le compte, malheureusement, souvent, c'est assez long. Alors que quand on reçoit des financements privés, c'est direct. Et finalement, on en revient un petit peu à ce qu'était l'action humanitaire il y a un certain moment, qui était peut-être plus réactive, justement. Et c'est intéressant de voir comment
l'un et l'autre interagissent ensemble, comment de nouveaux acteurs arrivent finalement à être plus rapides parce que justement, directement, ils ont l'argent qui correspond à leur évaluation des besoins tout en ayant les procédures adaptées. Je vous laisse pariner sur cette question pour votre mot de la fin. On fera un petit dernier tour de table avec une clôture d'1 minute. Donc, une question du public. Donc, l'annonce du président Macron de donner aux acteurs locaux et pas au pouvoir public libanais a été perçue comment sur place? Donc, je vous laisse réfléchir sur votre mot de fin, mais ça sera vraiment très court. Et moi, je voudrais poser comme question à Valérie, donc sur effectivement la réponse en termes de financement pour le coup devrait logiquement être globale. Alors, comment est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va redistribuer les cartes pour le coup, Valérie, concernant cette réponse aux défis globaux et surtout ce levier de financement pour le coup des acteurs de la solidarité internationale? Je vais juste vous demander d'être du temps d'être assez concise dans les réponses et d'aller vraiment droit au but. Mais merci. Oui, je pense que j'ai un peu devancé votre question. Donc, en effet, je le disais, on est loin d'atteindre l'engagement en matière de financement direct aux acteurs locaux qui date du Grand Bargain. Mais en effet, il y a d'autres enjeux que le financement. Alors, l'inclusion croissante des acteurs locaux dans les mécanismes de l'aide internationale, que ce soit les financements, la coordination de la réponse, c'est très important. L'inclusion des politiques publiques aussi dans ces forats de coordination qui mêlent acteurs locaux et acteurs internationaux, c'est très important. Et moi, je me demande pour conclure si, mais je lance une perche, si finalement le devenir des organisations humanitaires internationales qu'on connaît, les grands acteurs, ça ne sera pas dans l'avenir plutôt que d'être des faiseurs, d'être plutôt des facilitateurs ou des souteneurs. Voilà, la fin. Merci, et ça permet du coup de passer la parole à Martin pour lui aussi son mot de la fin. C'est un peu ce qu'on se demandait, est-ce que finalement la localisation, et je crois que vous le disiez dans votre étude, c'est pas aussi une opportunité pour les acteurs, et peut-être que cette crise, elle vient renforcer cette notion d'opportunité de la localisation. Ah, par contre, il faut réactiver votre micro, Martin. Exactement, c'est mieux. Je rebondis sur ce que disait Valérie, parce qu'effectivement, c'est tout l'enjeu de savoir comment est-ce qu'on change de position en tant qu'acteur international et comment est-ce c'est cette question de passer du faiseur au facilitateur. En fait, moi, ce qu'on a beaucoup senti, c'est la peur, la crainte de beaucoup d'ONG internationales de devenir des tuyaux, qui soient juste des redistributeurs d'argent, qui ait peu de valeur ajoutée à part justement être un intermédiaire obligatoire. Et donc, ça questionne beaucoup d'organisations sur comment se repositionner en gardant une vraie valeur ajoutée qui ne soit pas juste défendre sa survie, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les ONG internationales, traditionnellement, ce qu'on voyait ressortir dans l'étude, c'est qu'elles construisent leur légitimité, leur valeur ajoutée beaucoup sur leur accès au financement, le maintien, le contrôle d'une partie de l'expertise et le maintien, le contrôle d'une partie de la visibilité et de l'influence sur une thématique. Et donc, la question que pose la localisation, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer d'une logique de contrôle à une logique de complémentarité sur ces trois enjeux-là. Comment est-ce qu'on est dans dans le coportage des projets, même financièrement? Comment est-ce qu'on est dans une logique de réseau d'influence et de visibilité, une logique de réseau d'expertise? Et comment est-ce qu'on arrive à ne pas être dans une logique de rupture, de dire localisation, du coup, voilà, les ONG internationales sont des tuyaux ou bien elles sont plus utiles, de dire comment est-ce qu'on arrive à penser les choses en complémentarité. Donc, je rejoins complètement les remarques qui ont été faites avant. Et le Covid est revenu mettre une couche, je trouve, sur ce débat-là, intéressante. Et ce que peut-être le mot de la fin, moi, c'est de dire, en fait, je trouve que ça a accéléré beaucoup de réflexions internes au sein des ONG internationales, cette crise. Il y a beaucoup d'organisations qui étaient construites dans des réseaux assez horizontaux et qui ont pas mal bénéficié de cette avance qu'ils avaient dans leur mode d'organisation au moment de la crise. Et puis, il y a beaucoup d'organisations qui ont accéléré leur réorganisation interne
pendant cette crise. Donc ça amène vraiment à s'interroger sur comment on change notre organisation, notre logique de réseau pour être un peu plus dans une logique où on est au service des acteurs locaux et effectivement on repense la question du contrôle, du financement, de l'expertise, de l'influence. Donc ça bouscule beaucoup les modèles et les postures. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une opportunité, parce que ça permet de mettre sur la table cette question-là et de la traiter un peu plus rapide, d'accélérer un peu la manière d'y répondre. Merci beaucoup Martin, en tout cas. Sébastien, tu veux peut-être dire un mot pour conclure? Non, après, je crois qu'il est resté encore la question un peu volontairement polémique à Virginie sur les annonces de Macron. Je suis tout oui de sa réponse. Tout oui. C'est très gentil. Alors, premièrement, la réalité, en fait, je vous l'ai dit dès le départ, c'est la première chose que je vous ai dite, en fait, défaillance de l'État au Liban, rôle déjà très important des ONG. Donc, pratico-pratique, sur les financements qui arrivent institutionnels, ils sont déjà très absorbés par les ONG en raison de leur capacité opérationnelle et en raison des défaillances de l'État. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est déjà beaucoup le cas. Comment ça a été perçu? Bon, oui, comme une idée de se dire il y aura redevabilité, mais je pense qu'il faut aussi faire attention, et c'est ce que beaucoup d'entre nous avons dit, c'est OK, financement à des acteurs qui ont les capacités opérationnelles, les garanties de transparence, mais obligation de coordination avec les autorités nationales. C'est ça qui est aussi essentiel. On n'est pas en train de dire il faut que l'argent aille tout aux ONG et puis elles décident de leur protocole sanitaire et puis elles font ce qu'elles veulent. Non, au contraire, ça doit être donné à des ONG, à des groupes d'ONG qui font partie de ces structures de coordination avec le ministère. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'était déjà la réalité avant et qu'en fait, cette réalité doit aussi être utilisée et ces financements doivent aussi être utilisés pour pousser cet État défaillant qu'on a à faire les réformes nécessaires pour qu'enfin, on ait une gouvernance acceptable qui nous permettra aussi d'avoir des services publics acceptables et de se préparer, comme le disait Valérie, à absorber d'autres crises s'il y en a et à pas toujours retomber dans les mêmes schémas. Oui, en tout cas, je vous remercie à tous pour d'abord vos interventions, puis pour les débats qui ont été très riches. On a eu beaucoup de questions. J'ai pas pu toutes vous les relayer pour le coup pendant la session, mais en tout cas, bien évidemment, avec Sébastien, on va les revoir et puis aussi on vous les fera parvenir pour aussi, voilà, juste pour digestion. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. En tout cas, je me permets vraiment de vous remercier à tous. Je remercie Sébastien aussi d'avoir co-animé cette session avec moi. Je vais te laisser le mot de la fin, Sébastien, pour conclure pour le coup sur ce webinaire. Non, merci à toi et puis merci à toutes et tous. Juste peut-être pour rappeler que l'ONG Lab organise de manière régulière ce type d'événement, si possible en collaboration avec d'autres partenaires. Et effectivement, on a donné pas mal de matière et puis voilà, je pense que c'est difficile de savoir qui assistait vraiment à ce webinaire, mais j'espère que les réflexions qui ont pu émerger vous inciteront aussi à réfléchir à tout ça au sein de vos structures et au sein de vos espaces. Voilà, on est amené à tous essayer tous et toutes essayer de changer nos pratiques et profiter de cette crise pour sortir grandi et plus efficace encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.